Ce cours sur la correction des systèmes asservis va se développer en 3 vidéos. Une première vidéo est une introduction à la problématique de la correction des systèmes et une exposition du système qui va nous servir de support ici, la machine d'une RAN-SX. La seconde vidéo va développer les avantages et les inconvénients et les propriétés d'une façon générale de tous les correcteurs au programme. Et la troisième vidéo va servir de bilan pour savoir ce qu'il faut retenir finalement de l'ensemble du cours et de la résolution de la problématique sur la machine RAN-SX. Cette machine RAN-SX est une machine d'usinage. L'usinage est un procédé de fabrication par enlèvement de matière où un outil coupant tournant relativement rapidement vient découper un lopin de matière. L'usinage grande vitesse, c'est le cas de la machine RAN-SX ici, est un procédé d'usinage de fraisage à grande vitesse, c'est-à-dire que l'outil coupant tourne à très haute vitesse et la vitesse d'avance est relativement importante aussi. On a pour ces machines différents mouvements qui sont tous asservis et les performances requises pour les asservissements sont relativement importantes puisqu'on a besoin d'une grande rapidité. Ici l'outil avance à des vitesses de l'ordre de 150 mètres par minute. Une très grande précision, puisqu'on veut des pièces avec une précision dimensionnelle importante, de l'ordre de 30 micromètres de précision, alors que les efforts perturbateurs de coupe sont de l'ordre de 2000 newtons. Et une très grande stabilité, puisque les efforts de coupe, l'enlèvement des copeaux génère beaucoup de vibrations et d'efforts irréguliers, et donc on a besoin d'une très grande stabilité de la machine. Les architectures des machines de taillage et de fraisage se découpent en deux catégories, les architectures plutôt série où les actionneurs et les mouvements sont mis les uns à la suite des autres de façon à avoir un mouvement relativement complet de l'outil par rapport à la pièce, et les architectures parallèles où les actionneurs sont cette fois-ci mis en parallèle entre le bâti fixe et la tête d'usinage. La machine RAN-SX est dans la deuxième catégorie des architectures parallèles. Alors, pourquoi on a des difficultés à élaborer les asservissements? Simplement parce que quand on veut tailler un lopin de matière pour réaliser une forme complexe, on doit imposer à l'outil de parcourir une trajectoire. En haut à gauche, on voit la trajectoire machine qui a été calculée par un logiciel. On voit très bien que la trajectoire suit des parties rectilignes, mais change aussi brutalement de direction régulièrement. Et ceci à vitesse constante, puisque pour optimiser les paramètres de coupe, on doit assurer une vitesse d'avance de la fraise dans la matière relativement constante. Et donc à chaque changement de direction, on comprend bien que certains actionneurs vont devoir s'arrêter net, tandis que d'autres actionneurs vont devoir démarrer très rapidement. Et tout ça en maintenant les performances de rapidité et de précision. Donc on voit que les asservissements dans une machine d'usinage grande vitesse sont très sollicités. L'architecture matérielle parallèle donc de la machine RAN-SX s'articule autour de 3 moteurs linéaires. Donc un moteur linéaire, c'est un moteur où le déplacement de la partie mobile est rectiligne, est en translation. Donc on retrouve ici 3 barreaux magnétiques avec une succession de pôles nord et de pôles sud fixes sur la machine et une carcasse mobile du moteur qui contient donc des bobinages, et ces bobinages donc génèrent des champs magnétiques qui permettent de s'appuyer sur les pôles nord et les pôles sud fixes sur le bâti. L'asservissement des moteurs linéaires se fait de façon relativement classique avec une commande numérique qui envoie des consignes UM à un module de puissance. Ce module de puissance impose des intensités dans les bobines, et ces intensités vont générer par la force de la place une force sur le bloc moteur qui va se mettre en mouvement avec une position Z qui va évoluer et qui sera mesurée par un capteur de position. Donc cette architecture asservie assez classique peut se mettre sous la forme suivante: un soustracteur qui compare la position actuelle à la position consigne, l'écart est transmis au processus qui va évoluer pour essayer de corriger cet écart. Très généralement, on associe dans la chaîne ici un correcteur qui va permettre de travailler sur l'écart qui a été mesuré de façon à envoyer des consignes au processus, des commandes au processus les plus efficaces possibles. Alors le correcteur, c'est l'objet de ce cours, est un composant qui n'est pas très cher, puisqu'en général ça se limite à quelques lignes de code dans la commande numérique, mais par contre il est extrêmement influent, puisqu'il délivre les consignes, les commandes qui vont être envoyées au processus. Donc on a une grande efficacité et une
grand effet sur le processus sans apporter de coûts complémentaires, puisque c'est des composants très basse puissance qui complètent en fait la commande numérique. On va donc voir maintenant comment choisir et comment dimensionner les correcteurs, d'abord de façon qualitative, puis dans la deuxième vidéo de façon plus quantitative. Comment le correcteur va pouvoir, en étant bien choisi et bien dimensionné, corriger un certain nombre de problèmes. On va donc envisager 3 problèmes. Le cas d'un système trop lent, et là le correcteur va devoir améliorer la rapidité. Le cas d'un système trop peu précis, dans ce cas le correcteur va devoir améliorer la précision. Et dans un dernier cas, le cas d'un système pas assez stable, et là le correcteur va devoir stabiliser le système. Commençons par le système trop lent. Si un système est trop lent, la correction adaptée sera une correction proportionnelle. Une correction proportionnelle, c'est tout simplement un bloc ici Kp qui va permettre d'amplifier l'écart epsilon pour fournir une commande U de t qui sera plus importante que s'il n'y avait pas eu de correcteur ou un correcteur égal à 1. On prend ici le comportement du système qui a été tracé sous forme de courbe. On prend la courbe noire ici qui correspond au cas non corrigé, c'est-à-dire avec Kp égale 1. On voit que le système évolue lentement et converge avec un temps de réponse qui est relativement long. Si on veut améliorer cette rapidité, on peut adapter un correcteur Kp qui sera plus important que 1, de 3 ou 4 ou 5. Et effectivement, la courbe pointillée ici montre une réaction beaucoup plus rapide. Alors creusons un petit peu ce qui va se passer dans la chaîne d'asservissement et dans le comportement ici du correcteur Kp. En réalité, l'écart epsilon de p, c'est l'écart entre la consigne, qui est un échelon, et puis la mesure. Donc on imagine bien effectivement que l'écart, au moment où l'échelon passe à une valeur subitement non nulle, eh bien l'écart subitement passe à une valeur là aussi de la même valeur que l'échelon, non nul. Et plus le système évolue vers la consigne, plus l'écart diminue. Voilà. Avoir un Kp important, ça veut dire que finalement on va envoyer en consigne U de t une loi proportionnelle à epsilon de t avec un facteur multiplicatif Kp. Donc on voit ici, dans le cas non corrigé, une commande U de t qui est relativement modeste, qui correspond finalement à epsilon de t. Et dans le cas où on a pris un Kp qui était peut-être égal à 5 ici, eh bien la valeur envoyée en commande U de t ici au moteur linéaire sera beaucoup plus importante, 5 fois plus importante, si bien que le moteur linéaire va se mettre en mouvement beaucoup plus rapidement et donc converger beaucoup plus vite vers la consigne. On voit qu'ici, avec une correction proportionnelle, on a pu améliorer la rapidité du système. Passons maintenant à un problème de précision. Alors si on a un problème de précision, ça veut dire que suite à une entrée en échelon, XC dans l'échelon, le système va se mettre en mouvement mais ne va pas converger, donc c'est le cas de la courbe noire en trait plein ici, ne va pas converger vers la consigne. Un bon correcteur pour résoudre ce type de problème de précision, et on l'a déjà vu en première année, on l'a déjà vu aussi dans le cours sur la précision, c'est d'augmenter la classe du système et donc de prendre un correcteur de type KI sur P. Donc si on fait ça, on intègre finalement l'écart epsilon de t, et on s'aperçoit qu'en faisant ça, si jamais le epsilon de t ne converge pas vers la valeur de consigne, donc ne converge pas vers une valeur nulle, si x ne converge pas vers xc, alors epsilon converge vers une valeur non nulle, ce qui est le cas ici pour la courbe noire. Et à ce moment-là, l'intégrateur ici va continuer à intégrer tant que epsilon n'a pas atteint 0, l'intégrateur va intégrer et va augmenter U de t. Donc c'est ce qui se passe effectivement au niveau de la commande U pour l'intégrateur. On a, tant que l'epsilon ici est non nul, une augmentation progressive de U de t, et puis le U de t finalement se stabilise à une valeur constante quand le epsilon a atteint 0, et à ce moment-là, quand epsilon a atteint 0, évidemment le x a atteint xc. Alors on voit aussi quand même qu'avec cette correction intégrale pure, on a là notablement dégradé la rapidité du système. Si ici on avait une unité de temps pour la rapidité, le temps de réponse à 5%, on s'aperçoit que pour le système avec correction intégrale, on a multiplié par 3 ou 4 le temps de réponse à 5%. Donc très souvent, l'action intégrale pure ne va pas être utilisée en l'état. On va préférer une correction proportionnelle intégrale, et ce qu'on va voir maintenant.
On comprend bien pourquoi, avec la correction intégrale pure, on a un souci de rapidité. Simplement puisque quand on a une correction proportionnelle, dès que l'écart epsilon subit un échelon, eh bien la commande immédiatement va subir ce même échelon. Et on va avoir, dès les premiers instants, une commande importante qui va permettre de corriger l'écart rapidement au début. Avec l'action intégrale pure, lorsque epsilon subit un échelon, U de t évolue en rampe. Et donc, on a un démarrage à 0 et donc la commande qui va progressivement augmenter, et cela va prendre un certain temps avant de devenir significative et réellement mettre en mouvement le moteur linéaire. On voit bien qu'on perd des secondes précieuses tout au début à cause de l'intégration. Ajouter une action proportionnelle va permettre en fait d'avoir une action double, à la fois une action immédiate grâce à l'action proportionnelle, et dans un second temps, quand on commence à converger, une action maintenue qui permettra de converger vers la bonne valeur. C'est ce qu'on observe ici sur les graphiques. On retrouve la participation de l'action intégrale qui commence à 0 et qui évolue très progressivement, qui augmente très progressivement, et la participation de l'action proportionnelle qui évolue très vite au début, et puis au fur et à mesure que le système converge vers la valeur consigne, va tendre vers 0. On a donc ici un écart qui va progressivement être important au début et tendre vers 0, et la position X qui rejoint la position XC exactement. Voilà. On voit donc une double action, proportionnelle au début, qui est relayée ensuite, proportionnelle elle est ici, au début, qui va être relayée ensuite par l'action intégrale vers la fin du mouvement pour converger vers la bonne valeur. Considérons maintenant un système qui ne serait pas assez stable. Donc la courbe noire ici montre un système relativement peu stable avec de forts dépassements. Si le système est trop peu stable, eh bien on va adopter cette fois-ci une correction dérivée, ou plus exactement proportionnelle dérivée, puisqu'une correction dérivée seule, on pourra voir par la suite qu'elle n'a pas beaucoup de sens et conduira à un très mauvais asservissement. On diminuera la classe du système, ce qui conduira à une très mauvaise précision. Alors, intéressons-nous à sa stabilité plus exactement. On voit que lorsque le système oscille fortement, c'est généralement le cas pour des systèmes qui ont une forte inertie. C'est-à-dire que lorsque la consigne évolue brutalement, le système se met en mouvement pour rejoindre la consigne, et on voit bien que la commande U de t pour une commande proportionnelle va rester positive, c'est-à-dire dans le même sens, tant qu'on n'a pas atteint la valeur consigne, et c'est seulement quand on a dépassé la valeur consigne que la commande U de t devient négative et donc change de signe. On comprend bien que pour un système à forte inertie, cela veut dire que le système atteint la consigne à pleine vitesse, et si le système atteint la consigne à pleine vitesse, il ne peut pas s'arrêter instantanément et va donc dépasser fortement avant de repartir en arrière et à nouveau atteindre la consigne avec une vitesse significative et donc redépasser dans l'autre sens, et ainsi de suite. Ajouter une action dérivée, donc cette partie KD fois P, va permettre de ralentir le système au moment où l'écart diminue fortement et au moment où on arrive au voisinage de la consigne. Donc si on regarde ici l'action proportionnelle, on a bien une action proportionnelle ici qui est toujours du même signe que l'écart, et une action dérivée qui va être d'autant plus importante que le système va vite. Donc que la pente est d'autant plus importante que la pente est importante. Et donc c'est une action qui va tendre à diminuer la vitesse du système quand elle devient importante. On peut rapprocher cette action dérivée à l'action du frottement visqueux, puisqu'un frottement visqueux finalement est d'autant plus important que la vitesse est importante, et c'est une action qui freine, et l'action dérivée peut être assimilée finalement à du frottement visqueux virtuel qui est introduit au niveau du correcteur. Donc évidemment, si on met plus de frottement visqueux dans le système, il aura moins tendance à prendre de la vitesse et il aura moins tendance à se laisser emporter par son inertie, et donc on aura un système beaucoup plus stable, et donc ici du coup plus rapide, puisque le problème de rapidité ici venait du problème de stabilité. À la suite de cette première vidéo, il est donc déjà possible de retenir 3 points relativement qualitatifs mais importants. Si le système est trop lent, alors une correction proportionnelle sera adaptée.
Si le système est trop peu précis, alors une correction intégrale et plus généralement une correction proportionnelle intégrale sera adaptée. Et si le système n'est pas assez stable, alors ce sera plutôt une correction proportionnelle dérivée qui sera bien adaptée. Nous allons maintenant, dans la prochaine vidéo, développer chacun de ces correcteurs de façon à voir comment ils s'intègrent et quels sont leurs avantages et leurs inconvénients, le tout sur une approche fréquentielle comme on va le voir.